Samedi 1er janvier 2022, Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le réveillon du Nouvel An célébré aux quatre coins de la planète. Nous ferons un petit tour du monde en images. Nous reviendrons également sur les vœux du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. En Europe, l'euro fête ses 20 ans. Nous en parlerons avec notre invité qui sera en direct avec nous, Omar Berkouk, expert économique et financier. En Afrique, Macky Sall, bientôt à la tête de l'Union africaine, il sera le 4e président sénégalais à assurer la présidence panafricaine. Sport, football, l'équipe nationale n'a pas pu jouer son match de préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations face à la Gambie ce samedi. Ils affronteront le Ghana le 5 janvier. Premier jour donc de l'année 2022, l'ouverture d'un nouveau chapitre qui a été célébré dans le monde entier. Nous vous proposons un petit tour du monde des célébrations du réveillon avec des images venues des quatre coins de la planète. Safwan Ben Sabri. Commençons par la Belle Tarit où le réveillon a été un véritable rendez-vous annuel pour le plus grand plaisir des touristes venus sur place pour apprécier le spectacle. Dubaï a fait les choses en grand une fois de plus avec un compte à rebours géant accompagné de feux d'artifice. La population s'est réunie sur la place Kim Il-sung en Corée du Nord. Bangkok illumine son ciel depuis des bateaux du fleuve Chao Phraya. Celle que l'on surnomme la Grande Pomme a réuni ses habitants sur le fameux Times Square. Pour finir, Sydney où le Harbour Bridge a été le théâtre de toutes les lumières. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de vœux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An 2022 sur Twitter. Un tweet qui apparaît sur vos écrans dans lequel on peut lire, je cite, « Concitoyennes, concitoyens, à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2022, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à l'entame de cette nouvelle année. 2 années se seraient écoulées depuis que vous avez placé votre précieuse confiance en ma personne. Aujourd'hui, attaché à honorer mes engagements, je réaffirme ma forte volonté en toutes circonstances à conforter l'unité nationale par un front interne qui hissera haut notre pays dans le cadre de la préservation de la souveraineté nationale et de la défense de la décision nationale souveraine. » Fin de citation. Et dans le même sillage, le chef de l'État algérien a déclaré que l'année sera celle du décollage économique dans une Algérie nouvelle qui recourt à ses capacités, ouverte à la coopération avec tous les partenaires sur la base des intérêts communs et attachée à s'acquitter de son rôle à garantir la sécurité et la stabilité de la région. Et en parlant d'économie en Algérie, l'année 2020 a été marquée par un ralentissement économique en raison de la propagation de la pandémie Covid-19. En revanche, en 2021, les indicateurs ont connu une certaine stabilité sur plusieurs plans avec l'espoir d'une meilleure croissance en 2022. Analyse de Mohamed Wali Ben Chaban. Après que le taux de croissance économique en Algérie a baissé à environ de moins 5% en 2020, le bond s'est produit au cours du deuxième trimestre 2021 à 6%. Pour confirmer le début effectif de la reprise économique et financière du pays. D'autant plus que tous les indicateurs annoncés ont renforcé cette tendance haussière à tous les niveaux. Des actions rapides et ambitieuses prises par les pouvoirs publics
pour contenir les coûts humains et économiques sont importantes, ce qui va permettre une réduction importante du déficit budgétaire global qui pourrait baisser de 10,3% du PIB en 2021 à 8,7% en 2022. Au deuxième semestre de 2021, le secteur des hydrocarbures a engendré des résultats probants, enregistrant une augmentation spectaculaire des exportations de 60% en valeur et de 12% en volume. Cette amélioration s'explique selon le ministère de l'Énergie par l'augmentation du volume des exportations des hydrocarbures, soit plus 22% par rapport à l'année dernière, mais aussi à cause de l'augmentation des exportations nationales de gaz naturel, des exportations qui ont déjà dépassé 30 milliards mètres cubes au cours des 9 derniers mois de l'année 2021. Tous les résultats obtenus, même les records de l'exportation hors le secteur des hydrocarbures de 4,5 milliards de dollars, ont été réalisés sans recourir à la planche à billets ni à l'endettement extérieur. 2022 sera une année consacrée exclusivement à la relance de l'économie algérienne, mais aussi propice à la collecte des premiers fruits des réformes introduites dans tous les secteurs. En Europe, la monnaie de l'euro fête ses 20 ans aujourd'hui, symbole d'une nouvelle ère économique dans la région. Souvenez-vous, il s'agissait d'un pilier du projet d'intégration continentale. Les jalons de ce projet ont été plantés par l'ancien président français et le chancelier allemand. Une monnaie qui devait sceller l'union monétaire de l'Europe. Un sujet signé Khaireddine Batache. La monnaie commune de 19 pays parmi les 27 qui constituent l'Union européenne a fêté son 20e anniversaire, au moment où la France prend la présidence de l'UE pour 6 mois. L'euro, émanation de la Banque fédérale d'Allemagne, dirigée à l'époque par Hans Tietmeyer, l'un de ses fondateurs, entre en vigueur le 1er janvier 2002. La monnaie unique remplaçait alors le franc français, le Deutsche Mark, le peso espagnol ou encore la lire italienne, et ouvrait une nouvelle ère économique dans l'histoire du vieux continent. Dans une tribune publiée hier dans plusieurs quotidiens européens, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a estimé que l'euro avait renforcé les Européens pour affronter les crises, notamment pendant la pandémie. Il ne fait aucun doute que nous sommes plus forts grâce à l'euro. Il a joué un rôle essentiel dans la coordination des réponses en Europe. Or, les chocs économiques récents auraient été encore plus durs sans la stabilité et l'intégration que l'euro a conféré à notre marché unique. Mais l'histoire de l'euro est loin d'être un conte de fées, notamment pour certains pays dont l'économie a été secouée par la crise des subprimes, à l'image du Portugal ou encore la Grèce. La politique d'austérité engagée par la Troïka au lendemain de la crise financière, à l'instar de la règle des 3% de déficit, n'a pas laissé que de bons souvenirs. L'engouement et l'espoir qui ont accompagné la création de la monnaie unique censée à l'époque permettre à l'Europe de peser de tout son poids face à un omnipotent dollar américain a laissé peu à peu place au doute. Considéré par beaucoup d'économistes comme l'instrument de la domination allemande au sein de l'Union européenne, la politique monétaire de Bruxelles fait face à de sérieuses contestations, notamment de la part des partis d'extrême gauche et d'extrême droite qui ne cessent d'agiter le spectre d'une sortie de l'euro. Si en effet Berlin a besoin d'un euro fort pour pouvoir payer ses nombreux retraités par système de capitalisation, tout en s'assurant de pouvoir continuer à soutenir son industrie qui dépend des importations hors Union européenne, ce n'est pas le cas des économies qui vivent de l'exportation. Mais au moment où les eurosceptiques entonnent le refrain du « c'était mieux avant », les convaincus voient déjà plus loin. En juillet dernier, la BCE a annoncé le lancement d'une phase de travaux en vue d'introduire l'euro numérique d'ici 5 ans pour répondre à la dématérialisation croissante des paiements et la multiplication des crypto-monnaies. Et pour approfondir un peu plus ce sujet, nous avons en direct avec nous via Skype depuis la France l'expert économique et financier Omar Berhouk. Bonsoir Monsieur Berhouk. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, nous le disions à l'instant, l'euro fête aujourd'hui ses 20 ans. La monnaie unique européenne est passée par bien des étapes durant ce cycle de vie. Est-ce que vous pouvez un peu nous résumer les faits marquants de l'histoire de l'euro ? Oui, très rapidement. On peut déjà distinguer 2 phases. Une phase de construction et d'adoption de l'euro de 92 à 2002 et une phase de confrontation de cette construction aux épreuves des crises qui ont surgi en 2008 pour la crise des subprimes
et la crise économique consécutive à la pandémie de 2019. Donc, pour rappeler quelques dates, la monnaie unique européenne, bien sûr, a vu le jour dans les porte-monnaies des Européens le 1er janvier 2002. Oui. Elle avait été adoptée par 12 pays dès le départ, et ces pays ont été rejoints par 5 autres pays de 2007 à 2011. Donc, le démarrage de cette monnaie s'explique par la volonté politique. Pour rebondir un peu sur le reportage que vous avez passé avant mon entretien, oui. Les pays du noyau dur de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, le Benelux, ont été les promoteurs de cette monnaie. Donc, ils en avaient exprimé la volonté, et leur technocratie a édicté des règles qui ont fonctionné. Les règles sont les suivantes. Le traité de Maastricht en 92 qui consacre l'union économique et monétaire, le Conseil de Madrid en 95 qui donne son nom à l'euro, et surtout le pacte de stabilité qui fixe la sacro-sainte règle des 3% de déficit budgétaire à ne pas dépasser, et la règle des 60% d'endettement total par rapport au PIB. Donc tout cela a bien fonctionné, plus ou moins. En tous les cas, les disparités entre les différents pays à l'intérieur de l'Europe ne se voyaient pas, ou en tous les cas, on pouvait vivre avec, jusqu'à la crise financière de 2008, qui a vu les vices cachés de la construction, les défauts, et notamment les pays qui ont vécu au-dessus à l'abri de l'euro, qui ont pu s'endetter au-delà de leur capacité. Et le premier d'entre eux est la Grèce, qui était en quasi-cessation de paiement en 2010, et à laquelle il fallait apporter une aide immédiate de 30 milliards d'euros dans un premier temps, puis 110 milliards, et puis on a fini à 300 milliards d'euros. Mais il n'y avait pas que la Grèce. La Grèce, c'était l'épicentre du séisme financier. Il y a eu l'Espagne, le Portugal, l'Italie et l'Irlande qui ont nécessité des interventions de la Banque centrale et donc de la solidarité européenne. Donc, l'euro fort, voulu par la République fédérale d'Allemagne, a été adopté par des gens qui ne pouvaient pas fonctionner avec une monnaie dont ils n'avaient plus la possibilité de dévaluer ou de fixer les taux d'intérêt. Monsieur Bolkok, vous parlez d'un euro fort, et aujourd'hui, on peut dire qu'on entre dans une économie plutôt incertaine. Quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses de l'euro aujourd'hui ? Écoutez, dans un premier temps, l'euro a servi quand même l'Europe à travers l'euro, en adoptant plus de souplesse, a permis une certaine stabilité à l'intérieur de la zone. Donc, l'euro a fonctionné. Comme l'a dit Christine Lagarde, l'euro est une monnaie maintenant consacrée. Elle figure dans les réserves de change de la plupart des banques centrales. Il est le concurrent du dollar et il représente la puissance économique de l'Europe. Mais puissance économique de l'Europe globalement ne signifie pas puissance économique pour le Portugal ou la Grèce. Il faut savoir que l'Europe est en excédent commercial par rapport au reste du monde. Donc l'euro doit être fort. Mais la force de cet euro ne correspond pas peut-être au désir de l'Espagne, du Portugal ou de la Grèce, qui ont besoin de touristes, qui ont besoin d'exporter des matières à productivité plus faible que celle de l'Allemagne. Donc, pour nous résumer, la force de l'Europe, la force de l'euro relative est à mettre en perspective avec la force du Deutsche Mark quand l'euro n'existait pas. Donc, l'euro convient aux Allemands et ils veulent qu'il demeure fort, et il est moins évident
pour les pays qui avaient l'habitude d'ajuster leur déficit extérieur ou leur déficit intérieur par des dévaluations compétitives. Monsieur Belrouk, aujourd'hui, on parle d'un euro numérique, une crypto-monnaie certifiée par la Banque centrale européenne qui sera adossée à la monnaie fiduciaire et scripturale. Pensez-vous qu'un euro calqué sur le modèle Bitcoin a des chances de s'imposer en Europe au moment où certains pays agitent le spectre d'une sortie de la zone euro ? Écoutez, tout d'abord, je tiens à vous dire que les crypto-monnaies, l'Ethereum, le Bitcoin ne sont pas des monnaies, ce sont des actifs. La monnaie a une définition simple, c'est le pouvoir libératoire et sa capacité à circuler dans un pays. Comme vous le savez, le Bitcoin a été... pourquoi sa valeur ne cesse de grimper, sa quantité est limitée et on ne peut pas payer dans les magasins si les États ne décident pas qu'il a un pouvoir libératoire. Donc ce n'est pas une monnaie pour le moment, il y a des transactions qui sont occultes qui se font en Bitcoin. Donc ce n'est pas une monnaie. Donc les monnaies numériques qui seront émises par les banques centrales, notamment la Banque de Chine et la Banque centrale européenne, ce seront juste des substituts aux billets et aux pièces que nous avons dans nos portefeuilles. Donc leur quantité peut être illimitée en fonction de leur fonctionnement. D'accord. Merci, Monsieur Omar Belrouk. Je le rappelle, vous êtes expert économique et financier. Vous étiez en direct avec nous depuis la France. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et on va rester en France pour parler automobile, un secteur qui en 2021 a enregistré une bien faible moisson sous la double impulsion de la crise sanitaire et de la pénurie des puces électroniques. Le marché automobile français est resté en 2021 à son niveau historiquement bas de 2020 avec 1,6 million d'unités écoulées. À noter que le président du Conseil français des professions de l'automobile a récemment annoncé que 60% des concessionnaires envisagent des réductions d'emplois à partir du premier trimestre 2022. Et retour en Afrique où Macky Sall, bientôt à la tête de l'Union africaine. Cette présidence prendra effet à partir de février 2022 pour une période d'1 an. Il sera le 4e président sénégalais à assurer la présidence panafricaine. Le nouveau président aura du pain sur la planche avec des dossiers brûlants hérités de son prédécesseur, le Congolais Étienne Tshisekedi. Leila Gertal. Une année 2022 qui annonce bien des changements. La présidence de l'Union africaine 2022 sera assurée par le président sénégalais Macky Sall pour une durée d'1 an. C'est le 4e président sénégalais qui assure ce poste après Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Ce sera donc au tour de Macky Sall de prendre la tête de l'Union africaine pour présider aux destinées du continent africain et tenter, pourquoi pas, de gérer les dossiers brûlants. L'année 2021 fut une année marquée par un contexte de crise sanitaire de Covid-19 assez plombant, ce qui n'a pas été un point fort pour le mandat du Congolais Étienne Tshisekedi, qui a laissé un bilan en demi-teinte à son successeur. Le mandat du président congolais a également été fortement marqué par des crises politiques telles que le putsch au Soudan et la crise du Tigré en Éthiopie, siège même de l'Union africaine sans compter le dossier malien, guinéen, tchadien sur les portes d'élections générales et présidentielles très importantes pour leur avenir. Autrement dit, il y aura du pain sur la planche du futur président de l'Union africaine et c'est loin d'être simple, car si la pandémie n'a pas été de main morte avec la population africaine en proie aux crises et à la pauvreté dans certaines régions, les conflits et leurs résolutions n'ont pas non plus contribué à apaiser les tensions. Ainsi, Macky Sall, qui prendra ses fonctions en février 2022, devra répondre aux attentes politiques des uns et apaiser les incertitudes des autres, régler la crise éthiopienne au moment même où le Front du Tigré accuse l'Union africaine, je cite, de partialité. Il devra également assurer la transition militaire en Guinée, au Soudan, au Tchad, mais aussi au Mali. Assurer également les processus électoraux en cours, bref, le président Macky Sall devra faire preuve d'une grande dextérité spirituelle.
Et au Soudan, le Conseil de souveraineté ordonne des mesures judiciaires aux autorités du pays à la suite des violences qui ont accompagné les manifestations de jeudi dernier qui auraient fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Plus de détails avec Souhila Akilal. Suite aux manifestations qui ont eu lieu jeudi dernier au Soudan, lesquelles ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre, faisant selon le syndicat des médecins au moins 4 morts et plusieurs blessés, le Conseil de souveraineté soudanais a dans un communiqué rendu public vendredi, je cite, « condamné fermement les événements survenus pendant les manifestations qui ont fait des martyrs et des blessés » et d'ajouter « le Conseil a ordonné aux autorités compétentes de l'État de prendre toutes les mesures judiciaires et militaires pour remédier à de tels incidents afin qu'ils ne se reproduisent plus et qu'aucun agresseur n'échappe à la justice. » Coupure du réseau Internet et des communications téléphoniques locales et internationales, les autorités ont tenté par tous les moyens d'empêcher les manifestants de se regrouper, allant même jusqu'à barrer dès mercredi soir les ponts reliant la capitale à ses banlieues. Mais cela n'a pas empêché les Soudanais de sortir dans les rues pour réclamer un état civil. Depuis le coup de force du 25 octobre 2021, le Soudan peine à se remettre des tensions politiques liées notamment au dernier coup de force de l'armée ciblant le gouvernement en place depuis 3 ans. L'accord du 21 novembre dernier, signé entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le premier ministre Abdallah Hamdouk, dans lequel les deux parties se sont engagées à travailler ensemble pour achever la transition démocratique, a été rejeté par les forces politiques et civiles soudanaises. Au Tchad, pour ses premiers vœux télévisés à la tête de l'État, Idriss Déby a annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif pour le 15 février 2022. Au cours de cette allocution, le président du Conseil militaire de transition s'est engagé pour une nouvelle constitution adoptée par un référendum. Les détails avec Amine Touta. Excellences, Mesdames, Messieurs. Un dialogue national inclusif pour le 15 février 2022 au Tchad. Une date avancée par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, lors d'un discours prononcé le 31 décembre. Idriss Déby a déclaré que les conclusions des assises seront pleinement exécutoires, qui ouvriront la voie vers une nouvelle constitution approuvée par un référendum et des élections générales. Un dialogue sans tabou et souverain qui commencera le 15 février 2022 et dont les conclusions seront pleinement exécutoires, à l'issue duquel une nouvelle constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales, transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées. Une initiative dont les réactions de l'échiquier politique du pays sont attendues, y compris l'opposition. D'autant plus que Idriss Déby a promis de préserver le caractère crédible et transparent des élections. Pour rappel, Mahamat Idriss Déby Itno est à la tête du pouvoir après la mort de son père Idriss Déby Itno, assassiné au mois d'avril 2021 dans des combats contre des rebelles. On va parler sport à présent, on va parler football. L'équipe nationale championne d'Afrique en titre n'a pas pu jouer son premier match de préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations face à une équipe de Gambie suite à l'annulation du match entre les Verts et les Scorpions. Les Verts se sont entraînés cet après-midi sur un communiqué. La FAF a publié sur son site officiel. On peut y lire le mécontentement vis-à-vis de l'équipe gambienne qui a annulé le match à cause d'un manque de gardien de but. La fédération réclame notamment un dédommagement financier. Les hommes de Djamel Belmadi affronteront le 5 janvier le Ghana avant de s'envoler vers Douala. Et à quelques jours du démarrage de la CAN, la Côte d'Ivoire est privée de son gardien titulaire, Sylvain Gobouo, qui vient d'être suspendu par la commission de discipline de la FIFA. La raison, un test positif à la triméthazidine. Les athlètes n'ont plus le droit d'utiliser cette substance depuis 2014. L'annonce a été faite conjointement par son club de Walkit City, un club éthiopien, et la Fédération éthiopienne de football.
Et pour parler de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, nous avons en direct avec nous depuis la France, monsieur Jérémy Njitap, ex-international camerounais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. La Covid-19 a beaucoup perturbé la préparation des nations africaines. Vous étiez 2 fois champion d'Afrique. Est-ce que, d'après vous, ça aura un impact direct sur la compétition ? Oui, il faut dire que la COVID-19 est une pandémie mondiale qui touche, qui touche toute la société, toutes les activités, mais nous devons faire avec. Nous devons continuer à vivre. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations doit se jouer. Oui. Malgré cette pandémie, nous devons prendre des mesures adéquate pour qu'elle ne soit pas propagée. Donc, moi, je souhaite qu'elle se joue et elle va se jouer. Nous pensons que le Cameroun, à travers son gouvernement, a pris toutes les mesures pour que ça se passe dans des meilleures conditions. Et aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement prêt. Et justement, comment est-ce que vous voyez la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et le travail de Samuel Eto'o ? Ben écoutez, il a été nouvellement élu, il faut le dire. C'était un ancien footballeur qui a pris une décision de devenir dirigeant aujourd'hui. Vous savez, le football au Cameroun est à un certain niveau où on n'espérait plus. Aujourd'hui, il a pris la responsabilité de venir relever ce football. Nous comptons sur lui. Nous allons l'aider parce que aujourd'hui, c'est une histoire de la gestion du football et c'est des footballeurs qui sont en vue. Donc, pour nous, nous allons tous faire pour que ça se passe très bien et ça envoyera un message à tous les autres dirigeants que les footballeurs, après leur carrière, peuvent diriger et bien organiser le football, surtout développer parce que nous avons besoin. Nous avons besoin de développer notre football, que ce soit au Cameroun, mais dans toute l'Afrique en général. Et d'après vous, qui sont les favoris justement pour obtenir le sacre africain cette année ? Ben, écoutez, les favoris, c'est évidemment les mêmes. Vous le savez, je ne dois pas hésiter de dire que l'équipe détentrice du titre est l'un des favoris. Mais vous n'allez pas me dire le contraire si je dis que le Cameroun, qui est pays organisateur, pays hôte, est aussi l'un des favoris. Après, nous avons aussi le Sénégal, qui est aussi un contingent important. Nous avons le Maroc, nous avons le Mali. Donc, pour moi, je pense que ça sera une très belle compétition parce que nous avons au rendez-vous pratiquement toutes les grandes nations du football africain. On vient de parler des équipes en général. Alors, ma dernière question, ça serait à l'heure actuelle, selon vous, qui est le meilleur joueur africain ? Ben, écoutez, je ne vais pas hésiter de dire que nous suivons tous l'actualité, nous suivons les championnats européens et nous constatons que nous avons actuellement deux joueurs qui représentent, je dois dire, valablement le continent. Il y a un qui excelle plus, je parlerai de l'Égyptien Salah, Mohamed Salah. Mais sans oublier aussi Sané qui fait de très belles performances. Et après, nous avons la majorité des joueurs africains qui évoluent dans d'autres championnats. Mais je dis, celui qui sort du lot et qui nous fait vraiment honneur, c'est Salah. Et qu'est-ce que vous pensez de Riyad Mahrez ? Oui, j'allais aussi dire, Mahrez, je pense que c'est aussi l'un des meilleurs actuellement. Mais bon, la saison n'a que démarré. Quand on regarde les statistiques, je pense que les statistiques de Salah sont au-dessus. Mais Riyad Mahrez, c'est la fierté de l'Afrique. Nous, les anciens joueurs, lorsqu'on les voit jouer,
Nous sommes tout simplement fiers d'être africains et que ce soit eux aujourd'hui qui ont pris le relais pour représenter le football africain au niveau mondial, parce que les performances, quand on regarde les performances dans les plus grandes compétitions, c'est-à-dire les Champions League, nous ne sommes que heureux, contents, fiers d'être africains et nous les encourageons, voilà, de continuer dans ce sens-là. Merci Jérémy Ndjitap. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis la France. Merci aussi à vous et bonne chance et bonne fête. Mes meilleurs vœux à tous les Algériens. Merci, bonne fête à vous également. Et on va continuer à parler du continent africain et cette fois-ci on va se diriger au Niger. Le Niger qui va expulser pour des raisons diplomatiques 8 Rwandais selon un arrêté ministériel. Il s'agit d'anciens dignitaires du régime Hutu, responsables du génocide des Tutsis en 1994. Récemment accueillis en vertu d'un accord avec l'ONU. 4 de ces 8 Rwandais ont été acquittés par le tribunal pénal international pour le Rwanda et les 4 autres ont purgé la peine à laquelle ce tribunal onusien les avait condamnés. Entre avril et juillet 1994, le génocide avait fait quelques 800 000 morts, majoritairement issus de la minorité Tutsi, selon l'ONU. Et puis cette nouvelle explosion en République centrafricaine, 3 casques bleus de la mission onusienne ont été blessés dont 2 grièvement atteints. Une explosion survenue hier dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle explosion survient 24 heures seulement après celle enregistrée jeudi dans le sud-ouest du pays, au cours de laquelle 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés. Le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé hier l'arrestation d'un dangereux terroriste appartenant à l'organisation terroriste Daesh suite à une opération préventive à Kasserine, dans l'ouest du pays. Le communiqué indique que l'arrestation de ce terroriste a eu lieu près du mont Jabal as-Sayf. En Afrique du Sud, aujourd'hui, ont eu lieu les funérailles de Desmond Tutu à la cathédrale anglicane du Cap. L'archevêque qui a marqué l'histoire a été enterré lors de funérailles plutôt sans faste, selon son souhait. Il est mort paisiblement le 26 décembre dernier à 90 ans. L'Afrique du Sud a donc fait ses adieux ce samedi 1er janvier à son dernier grand héros de la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu, qui était un militant et fervent défenseur des questions humanitaires, rejetant toute forme de discrimination raciale en Afrique du Sud, mais aussi dans d'autres pays tels que la Palestine, il s'est toujours opposé au régime d'apartheid imposé par l'entité sioniste à l'encontre de la population palestinienne. Les détails avec Amin Touta. Des décennies de lutte et du militantisme marquées à travers l'histoire humaine sous le nom de Desmond Tutu, un militant pour les libertés et l'égalité entre les peuples et qui a dépassé dans son combat les frontières du continent africain pour défendre les droits des personnes vulnérables et les populations opprimées, à l'image de la Palestine. Durant des années, Tutu a montré son soutien indéfectible au peuple palestinien en lutte pour sa souveraineté sur ses terres. Il s'est farouchement opposé à l'occupation illégale du colon et au massacre dont est victime la population de Gaza et les scènes d'apartheid à l'encontre des citoyens à travers les checkpoints et le blocus économique. Desmond Tutu comparait le traitement réservé par Israël aux Palestiniens à l'apartheid qui régnait en Afrique du Sud. J'ai été au territoire palestinien occupé et j'ai été témoin de la ségrégation raciale dans les routes et les logements, ce qui m'a beaucoup rappelé les conditions que nous avons vécues en Afrique du Sud sous les systèmes racistes de l'apartheid. Une cause pour laquelle le lauréat du prix Nobel a plaidé avec ferveur à travers la participation aux manifestations de soutien au peuple palestinien en scandant haut et fort contre l'injustice de l'occupation illégale. Officiellement retiré de la vie publique depuis quelques années déjà, Desmond Tutu reste une figure historique de la lutte contre l'injustice et qui a cru avec conviction que la lutte pour la liberté l'emporterait du continent africain au Moyen-Orient.
Dans le dossier santé, en Algérie, 386 nouveaux cas ont été confirmés de Covid-19. 224 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, d'après un communiqué du ministère de la Santé. Et cette note d'espoir, peut-être, qui nous vient d'Afrique du Sud. Selon des experts sud-africains, le pays aurait dépassé le pic de la vague Omicron sans pour autant recenser plus de décès. C'est un sujet signé Amel Amzenzitouni. C'est une lueur d'espoir pour l'ensemble de la planète face à la flambée des contaminations au variant Omicron. L'Afrique du Sud sort enfin la tête de l'eau suite à la puissante vague qui a frappé ce pays austral. Le gouvernement sud-africain a annoncé que son pic est passé et que le nombre de morts a augmenté de façon marginale. Les nouvelles contaminations ont baissé de 30% la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant. Malgré une très haute transmissibilité du variant Omicron, le nombre d'admissions à l'hôpital a diminué dans 8 des 9 provinces. Les restrictions sanitaires sont alors progressivement allégées. Le couvre-feu en place depuis 21 mois est enfin levé à la veille du Nouvel An. Le port du masque reste néanmoins obligatoire dans l'espace public et les rassemblements sont encore limités à 1000 personnes à l'intérieur et 2000 personnes à l'extérieur. Les autorités espèrent accélérer la vaccination qui patine avec seulement 15,6 millions de personnes complètement vaccinées pour une population de 59 millions. Pays africain officiellement le plus touché, l'Afrique du Sud compte plus de 3,4 millions de cas et 91 000 décès. Ils sont moins de 13 000 cas qui ont été détectés au cours des dernières 24 heures. En Europe, la Grèce a enregistré hier 21 657 cas de contamination par le coronavirus, soit le bilan quotidien le plus lourd depuis l'apparition de ce virus dans le pays l'année dernière. Les autorités sanitaires grecques ont annoncé dans un communiqué que le nombre des cas d'infection par le virus a doublé ce vendredi par rapport aux quelques 9000 cas enregistrés jeudi. Et la France qui a enregistré plutôt ce vendredi un nouveau record absolu de 232 000 contaminations au Covid-19 en 24 heures. Ce sont des chiffres publiés par la Santé publique France. Le nombre de contaminations dépasse la barre des 200 000 cas pour la 3e journée consécutive. Le variant Omicron est désormais largement majoritaire avec 62,4% des nouvelles contaminations. Et la Turquie qui rejoint le club des 9 pays qui produisent leur propre vaccin contre la Covid-19. Turcovac, c'est le nom du vaccin national que les services de santé turcs ont commencé à administrer à des patients dans la plupart des hôpitaux du pays. Aucun taux d'efficacité n'a pour le moment été rendu public. L'Allemagne n'aura plus de centrale nucléaire d'ici la fin 2022. Le 31 décembre, elle a débranché 3 réacteurs de son réseau d'électricité, 2 dans le nord de l'ouest du pays et 1 en Bavière. Les 3 derniers réacteurs restants au sud et à l'ouest suivront dans 1 an exactement. La catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 avait convaincu en quelques jours l'ancienne chancelière Angela Merkel d'enclencher l'abandon du nucléaire en Allemagne. Une décision qui semble être maintenue avec l'arrivée du nouveau chancelier Olaf Scholz. Au lendemain d'un entretien téléphonique à fort enjeu avec Joe Biden et dans un contexte de vive tension autour de l'Ukraine, le président russe a présenté hier soir ses vœux à ses concitoyens. Il a tenu à affirmer qu'il avait défendu fermement les intérêts de la Russie en 2021, malgré une année difficile marquée par de nombreuses zones de turbulence. Mohamed Amin Aberkan. Vladimir Poutine a tenu à souhaiter une bonne et heureuse année au peuple russe. Une allocution qui intervient 24 heures seulement après son entretien téléphonique avec le président américain Joe Biden, dans un contexte marqué de vives tensions autour de la question ukrainienne. Vladimir Poutine affirme ne pas avoir failli à sa mission en défendant fermement et constamment les intérêts du pays, de sa sécurité et celle des citoyens. Chers amis, le plus important est que nous surmontions ensemble toutes les difficultés de l'année qui s'achève. Nous avons protégé ceux qui étaient dans une situation compliquée. Il s'agit des personnes âgées et des familles avec enfants. L'avenir de la Russie.
Nous avons défendu de manière ferme et cohérente nos intérêts ainsi que la sécurité de notre pays et de nos citoyens. L'économie a été restaurée en peu de temps et de nombreux indicateurs montrent que nous sommes en train de réaliser nos objectifs stratégiques de développement. Bien sûr, beaucoup de problèmes restent à régler, mais nous avons traversé cette année dignement et c'est surtout votre mérite, celui des citoyens de Russie. C'est le résultat de votre inlassable travail. Chers amis, chacun à sa place a fait son possible pour remplir son devoir et faire non seulement ce qu'il pouvait, mais bien plus, aider ceux qui ont rencontré des difficultés particulières. Je vous remercie tous de tout mon cœur. Le président russe a également abordé la crise sanitaire liée au Covid-19 et son nouveau variant Omicron. La Russie est l'un des pays les plus durement touchés au monde. L'Agence nationale russe des statistiques a rapporté jeudi plus de 87 000 décès liés au Covid, rien qu'au mois de novembre, un record dans ce pays et plus de 600 000 morts depuis le début de la pandémie. Et le lancement de l'Iran de Simorgh, un lanceur de satellite qui devait envoyer 3 appareils de recherche dans l'espace, fait réagir la France qui condamne. Pour la diplomatie française, ce lancement n'est pas conforme à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis, de leur côté, se disent préoccupés par le développement iranien de lanceurs spatiaux qui posent un risque de prolifération, selon les déclarations d'une porte-parole du département d'État africain. Et puis, avant de se quitter, on va parler de cette grande annonce qui concerne notre chaîne d'information internationale. Al24 News, comme vous le savez déjà, propose des programmes tous les jours en 3 langues différentes. Désormais, la langue espagnole fait partie de la rédaction. Découvrez le tout premier journal télévisé en langue espagnole ce soir à 23h30, présenté par Houssem Berkane. Et pour justement inaugurer cette première édition, son Excellence l'ambassadeur de Cuba en Algérie nous a fait l'honneur de sa présence. Muchas gracias, señor Armando Vergara Bueno, embajador de Cuba en Argelia. Fue un placer y honor de recibir a usted en nuestro estudio. Muchas gracias. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec MLM Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri demain pour votre édition du 13h. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Al24 News.